Alors bonjour. Alors bienvenue à toutes et tous à cette communauté de partage qui est la première du printemps. Hervé, tu nous amènes la belle température, c'est vraiment agréable. Alors il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Hervé Dignard, qui est agent de recherche et de développement pour l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICEA. La COFA collabore depuis longtemps avec l'ICA à plusieurs niveaux, plusieurs égards. Présentement, on a un projet en collaboration avec eux qui s'appelle Nos compétences fortes en ligne. Et c'est un plaisir de pouvoir collaborer dans cette communauté de partage avec Hervé, qui va venir nous parler un peu de l'organisme, de leurs projets, de leurs ressources qui peuvent être tout à fait utiles au travail des formatrices et formateurs des centres et des gestionnaires aussi dans le secteur de l'AFB. Donc, sans plus tarder, Hervé, je vais te laisser te présenter, te présenter la conférence. Et puis, moi, s'il y a des gens qui posent des questions dans le chat, ça va me faire plaisir de te les adresser pour faciliter là, ta présentation. OK, merci Céline. Donc, comme Céline vient de le dire, je m'appelle Hervé Dignard, je travaille pour l'ICA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Un organisme qui existe quand même depuis plusieurs années. Là, ça a été fondé en 1946 par Claude Ryan. À l'époque, c'était l'Institut canadien d'éducation des adultes. Là, la raison sociale a été changée là, au début des années 2000 en raison de la disparition du financement du gouvernement fédéral. Là. Mais donc, à l'origine, c'était le pendant francophone ou franco-canadien d'un institut d'éducation des adultes qui était basé à Toronto, qui s'intéressait principalement aux anglophones. Et avec les années, il y a eu différents changements. Là, comme je le disais, jusqu'au milieu des années 90, il y avait du financement qui venait du gouvernement fédéral aussi pour soutenir la mission de l'ICA. Mais ça a disparu là, dans ces années-là. Donc, au début des années 2000, là, compte tenu de l'unique financement qui venait du ministère de l'Éducation du Québec, les, euh, les administrateurs à l'époque ont remplacé le terme canadien par coopération. Là. Mais donc, ça ne change rien sur la mission essentielle de l'ICA, qui est de faire la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, défendre le droit d'apprendre et puis, à travers ça, là, essayer de faire vivre l'éducation des adultes dans les multiples milieux où elle peut exister, là, qui est à la fois dans les secteurs formels, informels, communautaires, etc. Donc, c'est un peu ça qui est la mission de l'ICA. À travers les années, l'ICA s'est intéressé à beaucoup de projets. On est actif non seulement au plan des on est principalement actif au Québec, mais on a aussi une charte. En fait, on a une charte fédérale, là, une charte pas une charte québécoise, mais une charte fédérale. Donc, on est actif aussi là, avec la Commission canadienne de l'UNESCO, par exemple, ou le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada, le CMEC, pour faire les suivis de ConfinTEA, par exemple. D'ailleurs, si ce n'était pas de Daniel, le directeur général, qui est aussi lui a été aussi président de l'UIL, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, si ce n'était pas de lui, il n'y aurait pas vraiment eu de rapport de suivi ConfinTEA au dernier ConfinTEA qui s'est passé là, en décembre dernier. Là. C'est un peu à l'initiative de l'ICA, de Daniel et de l'UIL par le fait même là, que la Commission canadienne de l'UNESCO a mis en branle un processus de consultation auprès des provinces, etc. Donc, c'est un des aspects qu'on a, mais principalement, nous, dans notre quotidien, on s'intéresse à l'éducation des adultes, souvent centré sur la réalité québécoise, étant donné notre financement vient à presque 90%. Là. On a une subvention, la plupart de notre subvention de base vient du gouvernement du Québec, du ministère de l'Éducation. Donc, on s'intéresse principalement à la réalité québécoise. Ceci dit, on partage beaucoup là, avec d'autres organismes à travers le Canada. On est en appui avec plusieurs initiatives du RESDAC, par exemple. Là, notamment, actuellement, le RESDAC essaie là, de faire reconnaître l'éducation
l'aspect non formel de l'éducation dans la nouvelle loi là, que le gouvernement fédéral veut faire passer. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on appuie. Puis, on travaille, comme Céline le disait, avec d'autres organismes à travers le Canada, dont la COFA, qui s'est intéressée à l'outil Nos compétences fortes. Ça, c'est un des outils que je vais présenter tantôt. Donc, le projet avec la COFA, c'est d'essayer de faire en sorte que cet outil-là, qui est en présentiel, puisse être utilisé en ligne dans une formule à distance. Donc, ça, c'est un peu pour la présentation de l'ICA. Moi, personnellement, je travaille à l'ICA depuis 2017. J'ai, entre autres choses, été assigné là, à travers les ans au développement puis à la mise à jour de l'outil Nos compétences fortes. L'outil Nos compétences fortes qui avait été créé en 1995. Quand je suis arrivé en 2007, là, on était un peu au bout de la vie utile des trousses qu'on avait fait imprimer. Fait qu'il y avait un débat à l'interne, à savoir est-ce qu'on réimprime ce qu'on a déjà ou si on retravaille la formule, puis on essaie de bonifier l'outil. Donc, je pourrais en parler tantôt. Mais donc, je travaille là-dessus, les compétences génériques. Toute la question des compétences en général, ça monte beaucoup dans mon champ de recherche. La question de la littératie. J'ai quelques écrits là, que j'ai faits pour l'ICA pour démêler les questions de littératie à travers le temps. Il y a l'ingénierie de la formation aussi. Qui était à l'époque, quand on l'a travaillé, centré sur les besoins des milieux de travail, mais l'ingénierie de la formation, dans l'idée de l'ingénierie, ça s'applique à n'importe quel groupe de personnes qui veulent se former. Donc, ça aussi, c'est un outil dont je vais parler tantôt. Donc, je travaille à l'ICA depuis 2007 comme agent de recherche et de développement, puis j'ai développé quelques expertises là, dans différents champs de l'éducation des adultes. Il faut savoir qu'à l'ICA, notre mission comme professionnels, c'est d'être pas des spécialistes de tout, mais des généralistes de tout ce qui concerne l'éducation des adultes. Donc, il faut savoir tout ce qui concerne l'éducation des adultes, tout en étant conscient qu'on n'est pas des spécialistes de ces questions-là, mais qu'on peut en parler. Donc, sans plus attendre, je vais passer à la partie présentation. Moi, il y a trois ensembles d'objets que je vais regarder ensemble, des outils, ce qu'on appelle des projets, que je pourrais appeler des projets qu'on a en cours présentement, qui peuvent être intéressants là, pour des organismes qui s'intéressent à l'éducation des adultes, même en Ontario, ça peut être intéressant, des réalités semblables. Et puis, des ressources. Là, au plan des ressources, par contre, vous allez découvrir que les ressources qu'on a développées, c'est des ressources qui sont principalement centrées sur les réalités québécoises, mais je vais quand même prendre le temps de vous les présenter pour donner une idée là, de ce qu'on peut faire avec quand même peu de moyens, puis une petite équipe, puis un financement qui est probablement pas plus élevé que celui des gens à qui je parle aujourd'hui quand on concerne le financement de l'organisme. J'ai une petite question, Hervé, avant de poursuivre. Est-ce que, par contre, les ressources que vous proposez peuvent très bien être soit adaptées ou utilisées dans un contexte autre qu'un contexte québécois aussi? S'il y a des besoins, les organismes peuvent Oui, communiquer bien, avec on le verra plus en détail tantôt. Là, Parfait. je vais présenter nos indicateurs. Les indicateurs sont plus difficilement à utiliser en Ontario parce que c'est vraiment la réalité du Québec. Là. Mais pour la question des compétences génériques, par contre, c'est quelque chose qui a été développé là, pour un usage pan-canadien. Fait qu'on va voir que ça peut être utilisé par les organismes. C'est bon. Donc, deux outils qu'on a développés au cours des années, puis c'est deux outils aussi sur lesquels j'ai travaillé assez intimement. L'outil Nos compétences fortes, d'une part, puis l'outil truc et outils pour favoriser l'apprentissage en milieu de travail ou enfin l'apprentissage des adultes. Donc, ça, c'est l'outil sur l'ingénierie de la formation. Fait que, Nos compétences fortes, c'est un outil de valorisation et de reconnaissance des compétences génériques. L'idée à travers cet outil-là, c'est de permettre à des personnes qui pourraient ne pas avoir une haute estime de leurs compétences, qui pourraient ne pas avoir un bon, en tout cas, qui pourraient croire qu'elles n'ont pas de compétences, qu'elles ont des compétences fortes en explorant les compétences génériques des personnes. Quand j'ai retravaillé l'outil dans les années, en arrivant à l'ICA, des années 2008 à 2010, 2011, 2012, là, donc, au départ, on travaillait avec un référentiel de 13 compétences. C'est une démarche d'animation qui s'étalait sur une vingtaine d'heures et plus. C'était pas une démarche d'animation qui était très flexible, puis le référentiel était quand même un peu limité.
Donc, une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a étendu le référentiel de 13 à 22 compétences pour essayer de couvrir l'ensemble des compétences qui sont utiles à tous les groupes d'adultes au sein de la société. L'outil, à l'origine, avait été conçu pour être utilisé avec des personnes peu ou pas à l'aise avec l'écrit. Donc, c'est un outil on a préservé cette caractéristique-là dans la nouvelle édition, celle de 2013. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé avec une personne qui est lettrée autant qu'avec une personne qui va avoir de la difficulté ou même qui va être incapable de lire. Donc, c'est un outil qui fait appel à une démarche d'animation de groupe où la personne qui anime est au même niveau que les autres personnes. Là, on parle d'un principe de la table ronde. On parle d'une douzaine de personnes. La personne qui anime, sa responsabilité, c'est en quelque sorte, de faire découvrir aux gens leurs compétences fortes, leurs compétences génériques fortes, à travers la relation de récit de vie. Donc, on va explorer les réussites passées des gens. On leur demande justement de présenter une réussite passée, puis à partir de cette réussite passée-là, on essaie de les amener à exprimer, ou en tout cas à reconnaître qu'ils ont développé des compétences génériques, ils ont utilisé des compétences génériques pour faire ces réussites-là, et que ces compétences-là sont utiles dans tous dans tous dans tous les milieux, ou en tout cas dans tous les aspects de notre vie, là, que ce soit au travail autant qu'à la maison ou dans la communauté. Nos compétences fortes, c'est un outil qui vise à atteindre 3 objectifs d'apprentissage formel, à savoir se reconnaître des compétences génériques fortes, reconnaître des compétences génériques fortes aux autres, parce que la reconnaissance dans nos compétences fortes vient du groupe des pairs. C'est pas moi, je revendique le fait que je suis débrouillard parce que j'ai été capable de faire toutes sortes de rénovations dans ma maison, puis j'en parle, et c'est sur la base de mon témoignage que vous, comme personne participante, vous reconnaissez que ça doit être une force chez moi, la débrouillardise, sinon, je n'aurais pas pu réaliser ce projet-là. Donc, les deux premiers exercices, se reconnaître se reconnaître des compétences génériques chez les autres. Et le troisième objectif, qui est quand même assez important, c'est reconnaître des situations de vie où mes compétences génériques fortes vont être utiles. Une compétence générique, c'est utile dans certains domaines, dans certains secteurs, dans certaines occasions. Ce n'est pas nécessairement utile partout, n'importe quand, n'importe comment. Donc, ça, c'est les 3 objectifs qu'on vise à travers nos compétences fortes. Puis tout ça vient développer en quelque sorte ce qu'on appelle le savoir reconnaître chez une personne, c'est-à-dire sa capacité, non pas de, en fait, sa capacité de reconnaître ses forces et d'en parler. Puis d'en parler de façon positive en essayant excusez-moi, j'ai l'œil qui coule depuis tantôt. C'est le printemps, Céline, mais le printemps, c'est aussi les allergies. Puis on dirait que les petits pollens, ils sortent plus tôt encore cette année. Donc, C'est pas juste les érables qui coulent, hein, c'est ça? non, il n'y a pas juste les érables. Donc, c'est ça, c'est la capacité de se reconnaître des forces, mais la capacité d'en parler, puis de reconnaître des bonnes façons d'en parler, les bonnes situations où j'ai utilisé mes forces. Et dans nos compétences fortes, une chose qui est importante, c'est qu'on n'est pas dans l'évaluation de la maîtrise d'une compétence d'une personne. Une personne de 25 ans peut revendiquer le leadership, OK? Puis ça peut être sa compétence forte, mais c'est certain que le leadership d'une personne de 20 ans n'a rien de comparable avec le leadership de cette personne-là quand elle va avoir 50 ans. Donc, si je prends une personne de 50 ans, puis je la mets à côté de ma personne de 25 ans, puis que je m'arrange pour. Donc, c'est certain que le leadership chez une va être plus fort que chez l'autre, mais dans nos compétences fortes, on n'essaie pas de mesurer la maîtrise. On essaie uniquement de reconnaître la force de la personne. Et dans ce cas-là, dans ce contexte-là, bien, on précise, ça c'est précisé dans l'outil Nos compétences fortes, savoir que le portrait des compétences génériques fortes d'une personne en 2010 va être différent du portrait de 2020. Parce qu'entre 2010 et 2020, la personne va avoir utilisé de nouvelles compétences ou elle va en avoir mis de côté, elle va avoir changé d'emploi, elle va avoir déménagé, sa situation familiale va avoir évolué. Donc, il y a toutes sortes de choses là, qui entrent en ligne de compte qui font en sorte que les compétences génériques fortes d'une personne évoluent tout au long de la vie. Il y a des compétences génériques fortes qui nous suivent, il y en a d'autres qui deviennent plus secondaires, d'autres qui vont prendre le pas. C'est un petit peu si on prend l'espèce de théorie du poil, tu as les rondes en avant puis les rondes en arrière. Là.
Donc, on a un ensemble de compétences, là, puis de temps en temps, il y a des compétences qui se ramassent sur le gros rond en avant, puis de temps en temps, bien, il y en a d'autres qu'on met sur le petit rond en arrière parce qu'on les garde en réserve, mais on ne les utilise pas parce qu'on n'est pas dans un contexte où c'est favorable. Donc, c'est un peu le but de l'outil Nos compétences fortes. Comme je l'expliquais, cet outil-là, il fonctionne avec une démarche d'animation de groupe, de style table ronde. OK? On n'est pas là, dans un rapport maître-élève. Il n'y a pas de distance. Idéalement, il ne faut pas qu'il y ait de distance entre la personne qui anime et les personnes participantes. La personne qui anime donne l'exemple en se livrant elle-même et puis en présentant elle-même des exemples de réussite qui illustrent ses compétences génériques. On parle d'une démarche qui se donne en présence, idéalement. Là, je sais qu'avec la COFA, on essaie de développer une formule à distance, mais personnellement, moi, je le dis, puis je le dis là, sans qu'on pense là, que je suis en train de douter de l'exercice qu'on fait, mais nos compétences fortes vont toujours être d'abord et avant tout une démarche à réaliser en présence. C'est le meilleur résultat qu'on peut avoir avec nos compétences fortes, c'est en présence, parce qu'il y a toutes sortes de micro-expressions qu'on peut voir chez une personne quand on est dans une dynamique de groupe en présence, qu'on ne verra pas nécessairement dans une dynamique de groupe à distance en ligne. Puis les démarches, les outils d'animation utilisés sont différents. Les stratégies d'animation sont différentes. Donc, il y a des choses là, qu'on est en train de développer avec la COFA, là, mais ça va prendre encore, j'ai l'impression que même quand on va avoir une démarche finie, là, disons dans un horizon de 12 à 18 mois, là, ça va prendre encore quelques années avant qu'on ait une démarche en ligne qui soit probablement aussi efficace qu'une démarche en présence. Parce que la démarche en présence se donne depuis 1997. Là. Donc, 1947 à maintenant, ça fait presque une trentaine d'années qu'elle est utilisée. Puis cet outil-là, à la base, là, quand il a été créé dans les années 90, là, la première, c'est un outil qui référait à une démarche d'animation de groupe qui était utilisée, elle, depuis 1989. Donc, c'est quelque chose qui a été largement éprouvé. C'est pour ça que je réitère le fait que c'est une démarche qui est à son maximum d'efficacité en présence. Donc, on parle de 14 heures d'animation, 7 ateliers de 2 heures répartis en 3 blocs. Donc, quand un organisme qui veut utiliser la démarche peut recevoir là, de la formation pour l'animation ou simplement acheter l'outil puis l'utiliser de façon autodidacte. Donc, la démarche peut se faire un atelier par semaine pendant 7 semaines ou un bloc par semaine pendant 3 semaines, ou ça peut se faire aussi là, en démarche intensive là, sur une période de 2 jours et demi, là, parce qu'il faut calculer que parallèlement à l'animation des ateliers, on prescrit dans nos compétences fortes la réalisation de ce qu'on appelle un projet collectif. Le projet collectif, c'est un projet qui va être retenu et choisi en fonction de critères bien précis là, qui permettent là, de le structurer et de donner là, une valeur pédagogique, si on veut. Là. Donc, c'est un projet qui est choisi par les personnes participantes à un atelier pour justement leur permettre là, comment je dirais ça, donc, de démontrer en présence ou de démontrer dans l'action la valeur des compétences fortes qu'elles revendiquent là, dans le cadre des ateliers d'animation. Donc, c'est une espèce de validation par l'action des compétences fortes des personnes pendant le projet. Donc, ça, c'est pour l'outil Nos compétences fortes. C'est un outil qui s'adresse finalement à n'importe quel organisme qui veut faire soit de l'insertion sociale, professionnelle, soit un retour aux études ou carrément simplement du développement personnel. Ça développe ce qu'on peut appeler les capacités d'action puis d'une personne, l'empowerment, si on veut. Là. Même au sein d'une équipe de travail, ça peut être quelque chose de très intéressant de le faire là, si jamais ça intéresse quelqu'un, le faire dans une équipe de travail, ça peut permettre justement de découvrir une nouvelle dimension des personnes, à savoir à travers leurs compétences génériques. Qu'on peut reconnaître à travers ça là, des caractéristiques importantes. Les compétences génériques, c'est généralement des compétences qui sont liées à notre personnalité, donc c'est quelque chose de très, très fort et de très utile partout.
Mhm. Donc, ça va pour nos compétences fortes. Là, je ne sais pas si, Céline, tu veux garder les questions pour la fin, j'imagine? Ben, peut-être s'il y a un suivi là, sur ce gros sujet-là, parce que je pense que là, tu vas passer à un autre outil Oui. carrément. Ou Euh, je peux garder les questions, puis comme j'ai des outils, des projets et des ressources, garder les questions à la fin de chaque section. Je vais y aller rapidement Parfait, c'est sur bon, trucs et outils, puis ça pourra donner la chance aux gens de nous parler de ça. excellent. Donc, trucs et outils, rapidement, c'est un projet qu'on a développé à l'époque en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui vise à développer une espèce de j'aime pas dire le mot recette, là, mais au bout du compte, là, on parle d'ingénierie de la formation. En fait, je vais commencer par le début. Et qu'on a fait une première initiative là, de sensibilisation auprès des entreprises du Québec avec la Fédération des chambres de commerce pour parler de l'importance de faire de la formation au milieu de travail. Puis une question qui revenait souvent de la part des gens d'affaires qu'on rencontrait, c'était OK, oui, on est d'accord avec ça, on reconnaît toute l'importance de la formation, mais on ne sait pas comment en faire de la formation. Tu sais, la plupart des gens qu'on rencontrait, c'était des gens qui étaient à la tête de PME, puis il n'y avait aucune base en ingénierie de la formation, puis au bout du compte, ben, qu'est-ce qu'on fait avant, pendant, puis après la formation? Il n'y en avait aucune idée. Alors, on a développé un deuxième projet, là, toujours avec la Fédération des chambres de commerce, qui visait justement à essayer de préciser des étapes importantes de, de l'ingénierie de la formation. OK? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avant une activité de formation? Qu'est-ce qu'on fait pendant une activité de formation? Qu'est-ce qu'on fait après? En essayant de faire un focus là, sur toute la question de l'évaluation qui est présente à la fois aux trois étapes. Donc, le truc qui est utile, c'est un peu ça. C'est une démarche de formation développée par l'ICA en formule de 4 à 7 heures selon les commandes des gens, qui permet d'explorer l'avant, le pendant puis l'après d'une activité de formation. Dans l'avant, ben, il y a tous les aspects là, qui sont essentiels. Là. C'est trouver le besoin de formation, le définir, le traduire en objectif, construire une activité de formation. Débuter l'évaluation. C'est important. Il faut évaluer les compétences préalables des personnes. Il faut évaluer ce qu'on va évaluer chez les personnes, etc., etc. Pendant la formation, ben là, faut essayer d'animer tout en apprenant aux gens, tout en les évaluant. Donc, il y a ces différents aspects-là qui entrent en ligne de compte. Et à la fin de la formation, ben, on a révéler un ensemble de connaissances et de compétences là, qui sont nécessaires pour faire l'évaluation, mais pas uniquement l'évaluation sommative des apprentissages. Là. À la fin de l'évaluation, on peut évaluer ce que les gens ont appris pendant la formation, on peut évaluer leur satisfaction, mais on peut aussi aller jusqu'à évaluer les effets de la formation sur l'entreprise, donc l'impact, et puis même le retour sur l'investissement qui était inclus là, dans, dans- dans cette formation-là. La formation en question comprend 3 outils, là, une espèce un gros recueil d'une cinquantaine de fiches thématiques qui portent sur l'ingénierie de la formation, qui couvre les 3 moments, l'avant, le pendant, l'après. Un plus petit recueil de fiches qui contient 4 fiches, une fiche synthèse sur les trois moments, avant, pendant, après, puis 3 fiches synthèse qui portent spécifiquement une sur l'avant, une sur le pendant, une sur l'après. Et ces fiches-là ont la particularité, là, les fiches avant, pendant, après, entre autres choses, là, ils ont la particularité d'être formulées comme des questions. On reprend tous les moments clés qu'on développe dans le cadre de la formation. Puis, disons, pour fixer des objectifs, par exemple, bien, on rappelle à l'aide de 2, 3, 4 ou 5 questions clés des actions qui doivent être posées par la personne. Avez-vous fait telle chose? Avez-vous fait telle chose? Avez-vous fait telle chose? Ça prend un peu là, la forme, j'aime pas dire le mot, ça prend un peu la forme d'une liste de validation, d'une checklist. Là. Mais il ne faut pas le voir comme une recette, il faut le voir comme un outil d'aide, de rappel, d'aide-mémoire là, pour justement accompagner les gens puis voir à ce qui, une fois que la formation est terminée, à ce qu'ils puissent là, utiliser pleinement les autres outils qu'on a faits. Donc, ça, c'est pour trucs et outils. C'est un outil qu'on a utilisé principalement avec des gens d'affaires à travers le Québec, mais qui a quand même été utile là, à d'autres organismes. Là, en septembre dernier, je suis allé voir les gens du Kodak NB au Nouveau-Brunswick.
Donc, justement, là, pour leur présenter cet outil-là, faire une formation sur l'ingénierie de la formation avec un coup d'œil plus particulier là, sur l'évaluation des apprentissages dans un contexte non formel et informel. Là. Et puis, donc, ça a été à l'époque quelque chose de bénéfique pour eux, là, si je me fie au retour que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc, ça conclut pour la partie outils. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envie de poser des questions. Je vous invite à ouvrir votre caméra, c'est plus le fun que de voir juste des noms. Je ne vois pas de questions pour l'instant, mais je veux juste peut-être ouvrir le bal là, pour faciliter le transfert d'informations. Je me suis permis, Hervé, pendant Oui, que tu parlais, de mettre dans le chat des hyperliens aux différents outils, à savoir nos compétences fortes. J'ai mis oui. le titre avec l'hyperlien à votre site. Hein? Oui. Et Ben, j'ai en fait, fait, Céline, tous les projets dont je parle sont tous documentés sur le site web de l'ICA. voilà. Fait que si Mais vous allez j'ai sur le juste, site web, là, tout est là. Mais c'est bon. c'est bien d'avoir les liens J'ai précis. fait Là, ça au fur et à mesure, comme ça les gens avaient le lien là, direct qu'ils pouvaient voir. Puis en effet, là, on voit bien quelques fiches dans les trucs et outils pour favoriser l'apprentissage. Il y a quelques fiches d'exemplaires là, Oui, qui sont cliquables là, sur votre lien, puis on voit que c'est bien un cheminement là, genre étapes incontournables, des étapes à suivre pour en vue d'atteindre son objectif. Là. Donc, oui, c'est ça. oui, OK. Donc, ça, c'est les deux principaux outils qu'on a développés au cours des dernières années. Là. Il y en a d'autres qui ont été développés par l'ICA dans le passé. Là. Il y en a certains qui sont oubliés, d'autres sont plus désuets, là, mais les deux principaux outils qu'on a, c'est ceux-là. Et puis, une chose que je n'ai pas dit par rapport à nos compétences fortes, c'est que couplé à nos compétences fortes, on a un système de badge numérique là, qui ne fonctionne malheureusement pas, là, mais qu'on essaie de réactiver justement, entre autres choses, là, pour le projet avec la COFA, là, pour nos compétences fortes en ligne. Mais l'idée, donc, c'est de faire en sorte qu'à l'issue d'une animation, nos compétences fortes, les gens partent avec ce qu'on appelle un portrait personnel, c'est-à-dire une feuille 8,5 sur 11 sur laquelle vont être inscrites là, les, 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 les les 3 à 5 compétences génériques fortes qui se sont reconnues durant la formation, puis jusqu'à l'avènement du numérique, mais jusqu'à l'avènement des badges numériques, c'est un peu la seule chose que les gens avaient. Il y avait ça, plus un papier qui disait, là, une attestation de participation qui disait qu'il avait participé à une activité de nos compétences fortes, mais il incombait à la personne, finalement, si je rencontre un employeur puis que je revendique une compétence générique qui est définie dans le référentiel des compétences génériques de l'ICA, bien, il faut que j'explique à l'employeur d'où ça vient, c'est quoi nos compétences fortes, où j'ai été chercher le référentiel en question, puis comment elle est définie dans le référentiel. Sauf qu'à travers les badges numériques, ça donne la possibilité à une personne si vous ne connaissez pas les badges numériques, c'est finalement une image numérique dans laquelle vont être encapsulées des métadonnées qui permettent justement d'avoir accès à des informations. Donc là, on a dans le système de badges numériques de l'ICA, il y a des badges numériques qui sont offerts aux personnes pour leur participation à un atelier NCF. Donc, en cliquant sur ce badge-là, un employeur peut découvrir que Hervé Dignard a participé à un atelier nos compétences fortes qui étaient, animées par quelqu'un de la COFA, par exemple, de telle date à telle date. Ça peut aller jusqu'au nom de la personne et puis ça explique c'est quoi la démarche de nos compétences fortes. Ce que j'ai expliqué tantôt, là, les 3 objectifs d'apprentissage sont précisés là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'informations qui permettent à l'employeur de constater le sérieux de la démarche. Et puis, s'il clique sur mes compétences génériques, bien là, il finit par avoir accès au à la définition de chaque compétence générique qui est en ligne là, dans le référentiel de l'ICA, puis à d'autres informations qui peuvent lui permettre là, de comprendre mieux c'est quoi le sens de l'observation ou la facilité à apprendre de ses expériences. Donc, c'est 2 compétences génériques de l'ICA. Là, donc c'est un complément à l'outil. Notre système a eu des ratés l'an dernier à cause justement là, que la compagnie avec laquelle on l'avait fait a été vendue. Il était en ligne, il était accessible à partir de la plateforme de Badger, mais Badger était vendu à une compagnie privée qui a fait en sorte que le code ouvert n'est plus ouvert, il n'est plus disponible en ligne. Puis d'autres problèmes nous ont empêchés là, d'avoir accès à notre plateforme.
Mais d'ici le mois de mai-juin, on devrait avoir accès à un nouveau système qui, lui, va être logé sur notre plateforme, notre système, notre plateforme web, finalement, là, dans l'intérieur du site web de l'ICA, puis qui ne devrait plus avoir de ratés. Donc, ça, c'est pour les outils. Il y a deux projets en particulier dont j'aimerais vous parler, deux projets qui peuvent être intéressants là, pour les gens en Ontario, autant qu'au Québec. Donc, c'est des projets qui ne sont pas menés par moi, c'est des projets qui sont menés par des chercheuses qui ont été engagées là, par l'ICA, qui sont responsables de ça. Encore là, les deux projets en question sont documentés là, sur le site web de l'ICA. Le premier, c'est un projet qu'on appelle de prototypage d'une plateforme numérique de micro-attestation. Donc ça, c'est un projet qu'on mène en collaboration. L'ICA assure la partie scientifique de ce projet-là. Le projet a été présenté là, à la CPMT. La CPMT au Québec, c'est la Commission des partenaires du marché du travail. C'est finalement là, un regroupement d'employeurs, de syndicats puis d'organismes communautaires de la main-d'œuvre qui gère là, une espèce de fonds, le fonds du 1 c'est les entreprises versent 1 là, de leur masse salariale à financer ce fonds-là. Donc, c'est un projet qui a été déposé par un organisme qui est un organisme que l'ICA connaît beaucoup. Là. Il est logé dans nos bureaux, entre autres choses. C'est la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre, la CODMO. Donc, la CODMO assure la coordination du projet. Nous, dans ce projet, on a la partie scientifique. Et puis, l'objectif de ce projet-là, c'est de tester l'intérêt d'un outil. L'outil en question, c'est la plateforme numérique de micro-attestation auprès de personnes qui sont en transition sur le marché du travail. Là, quand on parle de personnes en transition, c'est des personnes qui sont sans emploi ou à la recherche d'un emploi. Donc, l'idée, c'est de voir si ces personnes-là, les personnes en transition, sont intéressées à utiliser une plateforme numérique comme ça pour faire valoir des compétences qui seraient issues de contextes d'apprentissage non scolaires ou expérientiels. Donc là, ici, on parle de reconnaissance des acquis, si on veut, mais pas des acquis formels. On a fait exprès là, pour se détacher de ça, pour aller vers les acquis non scolaires et expérientiels. On parle de micro-attestation comparativement à d'autres plateformes qui peuvent être, par exemple, des plateformes de micro-certification. On est toujours dans le domaine de ce qu'on appelle les micro-titres, mais on a pris le terme micro-attestation justement là, pour s'affranchir, si on veut, là, du secteur formel de l'éducation où il y a principalement ce qui est utilisé, on appelle ça des micro-certifications. Donc, l'idée, c'est que c'est une plateforme numérique où sera entreposé ce qu'on appelle communément des badges numériques ouverts, où les personnes pourraient se reconnaître des compétences. Là, les compétences qui ont été utilisées, qui ont été prescrites par la Commission, par des partenaires du marché du travail pour l'utilisation de ça, c'est ce qu'on appelle le référentiel des compétences futures du gouvernement du Québec ou de la CPMT. Là. Donc, c'est un ensemble d'une douzaine de compétences là, qui reposent, entre autres choses, là, sur un socle commun de littératie et numératie. À travers ça, là, on a des compétences là, comme la collaboration, communication, adaptabilité, information, résoudre des problèmes, autonomie, inclusion, développement professionnel, environnement, éthique. C'est pas, je dirais que si j'ai à recommander un référentiel à quelqu'un, le référentiel des compétences du futur là, de la CPMT n'est pas nécessairement le référentiel, le meilleur référentiel que j'ai vu dans ma vie, mais c'est un référentiel qui a en fait, c'est un bon référentiel parce qu'il y a quand même des bonnes compétences dedans. Le problème, ce n'est pas les compétences qu'il y a dedans. Le problème, c'est la façon dont ils ont défini les compétences. Ils sont tellement peu définis que ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Puis finalement, ça fait place à beaucoup plus de questions sur, quand je parle de collaboration, communication, est-ce que je parle de la communication ou de la collaboration? Puis, à force, oui, les deux sont ensemble, mais en fait, la grande compétence qui est explorée à travers ça par la CPMT, c'est la collaboration.
Parce que quand on lit la définition, on parle principalement de travail en équipe, puis la communication devient un moyen de travailler en équipe. Donc, on ne parle pas de la communication de façon large comme quelque chose qui permet de faire plus que travailler en équipe. Donc, ça, c'est une des faiblesses là, de ce référentiel-là, comparativement à d'autres référentiels. Ceci dit, l'important pour nous, ce n'est pas le référentiel. L'important pour nous, c'est de tester l'idée de voir avec des personnes qui sont en transition sur le marché du travail, est-ce que pour elles, une plateforme de micro-attestation, c'est quelque chose, une plateforme numérique là, de micro-attestation, c'est quelque chose qui est utile pour eux, c'est ce qu'ils sont capables de l'utiliser, puis dans quelles conditions ils sont capables de l'utiliser. Dans le fond, c'est un peu ça là, qui est le principe de la recherche en question, parce que même une fois que ça va être terminé, la plateforme qu'on va développer, elle ne sera pas reprise par la CPMT. C'est un projet un projet de je cherche le terme, c'est un projet d'expérimentation qui vise à pas nécessairement développer un prototype qui va servir par la suite, mais uniquement à vérifier une hypothèse, si on veut. Mais est-ce que cette plateforme-là va être disponible at large, pas Non, c'est ça, nécessairement? je te dis. OK. Une fois c'est terminé, tout ce qui va être disponible, c'est les résultats de l'étude, pas la Ah, plateforme en question. d'accord. Donc, c'est J'imagine tout que le si, concept qui va être oui, c'est ça. évalué. Ah, OK, Exactement. d'accord. On évalue l'idée de est-ce que c'est une bonne idée de construire une plateforme de micro-certification pour des personnes en transition? Est-ce que ça leur permet d'être plus efficaces dans leur recherche d'emploi? Est-ce qu'ils vont l'utiliser? À quelles conditions, etc. Donc, c'est plus la recherche, c'est plus la connaissance qui va être disponible après que l'outil en question. Donc, voir si par la suite, ça vaut le coup là, de développer des projets concrets dans tel type spécifique. Cette recherche-là va nous donner ces pointers-là, là, ces référents-là. Là. Exactement, c'est ça. L'idée, c'est d'explorer l'utilité des badges numériques pour la reconnaissance des acquis là, expérientiels ou non scolaires. Là. Mais la plateforme comme telle, elle, ne sera pas pérennisée. Là. Ce qui ne veut pas dire que la CPMT n'a pas déjà l'idée en tête de développer quelque chose, là, mais l'idée, dans le fond, c'était d'aller vérifier la faisabilité et l'utilité de la chose plus que son utilisation future. Donc, ça, c'est pour le projet concernant les micro-attestations. Un autre projet qu'on mène actuellement avec le soutien de la Fondation Chagnon, c'est un projet là, qui dure on est dans la première année d'une 3 années de recherche. Donc, c'est un projet qu'on appelle un dispositif de soutien pour le retour aux études de femmes chefs de famille monoparentales. Donc, c'est un projet à travers lequel on va recruter des femmes monoparentales qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires puis qui font un retour aux études. OK? Et à travers ce projet-là, on explore les obstacles que ces personnes-là rencontrent, des obstacles qui sont des obstacles à la formation, mais pas des obstacles qui sont la formation comme telle. Donc, par exemple, le logement de la personne. La personne a des problèmes de logement, puis ces problèmes de logement font en sorte qu'elle va décrocher pour se loger, puis loger son enfant, plutôt que d'aller à l'école, puis d'être expulsé de son logement. Donc, ça, c'est un peu l'ensemble des obstacles qui peuvent nuire à la persévérance de la personne dans son retour aux études qu'on explore. Et puis, il y a deux terrains d'expérimentation qu'on a développés. Un à Montréal-Nord, qui est une région très urbaine, puis très régionalement, c'est un petit milieu. Puis, une autre région plus éloignée qui va là, dans la région de Rivière-du-Loup, Kamouraska, Témiscouata, les Basques. Donc, on est dans le Bas-Saint-Laurent. Et là, on a une région plus rurale avec une densité de population plus petite, puis qui est géographiquement plus étendue. Et puis, des approches sont faites là, à 2 niveaux dans le cadre de ce projet-là. D'une part, pour recruter des femmes participantes. OK? Des femmes avec lesquelles nos agentes de terrain vont lier une relation de confiance, puis vont les suivre. C'est-à-dire qu'il y a une première rencontre là, pour expliquer le projet, puis par la suite, la personne intéressée va finalement faire des rapports auprès de son agente de terrain, à savoir voici quel obstacle j'ai rencontré, voici quelles ressources j'ai trouvées. Donc, c'est un suivi là, auprès de la personne pour documenter les obstacles qu'elle rencontre, puis documenter aussi les solutions qui lui permettent de passer par-dessus ces obstacles-là. Et puis, le deuxième champ d'action dans ce projet-là, c'est auprès des organismes qui peuvent aider une personne. Donc là, on va aller à la rencontre d'organismes qui sont susceptibles d'aider
une personne, les femmes monoparentales qui font un retour aux études, là, on parle de toutes sortes d'organismes, pas nécessairement uniquement des organismes d'aide à la formation. Là. Ça peut être des organismes d'aide au logement, d'aide à la défense de droits, etc. Donc, des organismes qui peuvent aider la personne à solutionner ses problèmes. Et encore là, je dirais que l'objectif de l'ICA dans le cadre de ce projet-là, ce n'est pas de se substituer comme ressource de soutien ou d'aide aux autres groupes. C'est uniquement de se présenter comme une espèce d'observateur qui documente ce que c'est qui se fait de la part de la communauté, de la part des organismes, qui se documente ce que c'est qui se fait, ce que la personne apprenante fait pour surmonter ses problèmes, la compréhension que la personne a aussi de ses problèmes, etc. Donc, c'est un peu le principe là, de ce projet-là. L'idée, c'est finalement d'essayer de trouver des solutions avec la personne, puis d'aider cette personne-là à trouver des solutions, puis d'aider aussi des organismes à devenir des solutions pour les personnes les mères monoparentales qui font un retour aux études. Donc, ça, c'est les deux projets qu'on mène actuellement. Dans le cas du projet de dispositif, on avait un troisième terrain qu'on voulait développer là, avec des communautés autochtones. Mais ça a été difficile jusqu'à maintenant d'établir des contacts solides avec des communautés autochtones puis des gens qui étaient intéressés là, à participer au projet. Là, on est encore en recherche de terrain de ce côté-là, ce qui ne nous a pas empêché là, de partir les deux autres terrains, à savoir un terrain urbain et un terrain rural et région, si on veut. Là. Hervé, j'ai une question concernant justement ce projet-là. C'est un projet qui, les terrains sont en ce moment en cours de recherche ou de travail. Là. C'est quand vous avez quoi comme plan d'action pour ce projet-là? C'est quand ça se termine, là, le ramassage d'informations en vue d'évaluer un peu là. Et encore, là, on est actuellement, on est les deux terrains, là, celui de Kamouraska et celui de Montréal-Nord sont ouverts. On a 2 agents de terrain là, qui ont été engagés. Les autres sont là pour une période encore au moins de 2 ans. Là. La première année du projet, c'était le développement. La deuxième année, c'est vraiment En fait, ça commençait, si ma mémoire est bonne, c'est un projet de 3 ans, puis il commençait à l'automne. Donc, on est dans la première année. Il en reste encore 2 là, de récolte de données dans ces deux terrains-là. Dans les 2 cas, les agents de terrain recrutent, comme je vous dis, à la fois des femmes participantes, OK, puis établissent des relations avec des organismes qui sont susceptibles d'aider ces femmes-là. Dans les 2 terrains, c'est des organismes différents, là. Comme on peut penser dans Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques, c'est un terrain qui est à cheval sur 2 à 3 centres de services scolaires. Donc, notre agent de projet là-bas travaille avec différents intervenants scolaires. Puis, il y a un moins grand nombre d'organismes communautaires qui interviennent sur le terrain. Tandis qu'à Montréal-Nord, elle travaille avec beaucoup d'organismes communautaires. Puis, mais c'est à l'intérieur d'une seule, le Montréal-Nord, c'est une section d'un centre de services scolaires de Montréal. Donc, les réalités sont différentes, mais pour ce qui est des obstacles pour les personnes, les mères monoparentales, je pense que ce qu'on va finir par découvrir, c'est que c'est sensiblement les mêmes obstacles. Là. Bon, c'est sûr qu'il y a des obstacles qui vont être plus présents en zone urbaine ou en zone rurale, là, mais pour ce qui est des réalités, c'est les mêmes réalités. Là. C'est ça me fait penser, tu sais, c'est des réalités qui sont communes à la situation. C'est sûr qu'il y a beaucoup de cas par cas, puis il y a toutes sortes de niveaux, là, mais les réalités puis les obstacles doivent être sensiblement les mêmes. Je me demande, tu sais, dans un contexte en situation minoritaire, de communautés francophones en situation minoritaire ou de gens dans des communautés rurales qui sont des nouveaux arrivants ou qui doivent vivre essentiellement les mêmes réalités puis les mêmes obstacles. Ça va être intéressant de voir peut-être dans un avenir, en tout cas, si c'est quelque chose d'intéressant à explorer s'il n'y a pas ces réalités-là dans d'autres communautés à l'extérieur des mêmes zones provinciales, par exemple. Si je parle d'une communauté dans le nord de l'Ontario ou une communauté dans le centre-sud de l'Ontario. Oui. Non, personnellement, moi, là, au plan quand je parle de ces 2 projets-là, que ce soit le dispositif pour les mères monoparentales
ou le projet de recherche sur la micro-attestation. Je pense que ces deux projets là, dont les retombées peuvent être exportables là, dans un contexte francophone minoritaire comme celui de l'Ontario ou ailleurs au Canada, et même dans un contexte anglophone majoritaire, là, ça ne vous concerne pas vous, mais donc c'est des réalités qui sont sensiblement les mêmes un peu partout. Là. Mais oui, ça peut être intéressant, puis certainement là, des parallèles à faire, là, mais ça, il va falloir attendre que le projet avance. On est dans la première année d'un cycle de 3 ans. Là, donc, mais il va y avoir des rapports ponctuels. Vous pouvez suivre l'évolution des projets là, sur le site de l'ICA. On essaie de mettre en ligne. Là, il n'y a pas de conclusion pour le moment. Il n'y a pas encore de rapport préliminaire, là, mais d'ici la fin de l'année, je pense que d'ici septembre, il va y avoir déjà peut-être une première ronde d'informations recensées. Pour ce qui est du projet de recherche sur les micro-attestations, c'est quelque chose qui va se conclure au mois de septembre. Donc, à partir de l'automne 2023, là, il va y avoir un rapport qui va être produit là, puis qui est diffusé, entre autres choses, par la Commission des partenaires du marché du travail. Donc, ça va être accessible. Pour les mères monoparentales, ben, il va peut-être falloir attendre encore une couple d'années, en tout cas, peut-être 6 mois, 1 an là, avant de commencer à compiler des résultats concrets. Mais oui, je pense que c'est exportable. Je pense que ça peut être intéressant de voir l'expertise qui va être développée dans le cadre de ce projet-là, à mon avis, va être exportable en Ontario, dans les milieux francophones minoritaires sans problème, vraiment. Oui, il y a des femmes monoparentales dans toutes les communautés. Hein? Oui, non, c'est ça. Est-ce que vous aviez un bulletin d'information à l'ICA où Oui. vous faites la Oui, on a promotion? un bulletin d'information à l'ICA, mais pour une raison de pénurie de main-d'œuvre, on a de la difficulté à le produire depuis l'automne dernier. Donc, c'est ça. Donc, restez à l'affût des bulletins du CEDEF. Je pense qu'ils font la promotion beaucoup des activités que vous faites, là, le CEDEF, là, le Centre de documentation, oui. Le Centre de documentation en éducation des adultes, la condition féminine. Exactement. Oui, c'est vrai, là. Publie beaucoup des informations que de l'ICA. Donc, ça, c'est une bonne source d'informations pour le développement de vos projets. Donc, je pense que Linda avait une question parce que j'ai vu que Linda a apparu sur la caméra, mais là, elle est repartie. Ah, voilà. T'avais-tu une question, Linda? Non, je n'avais pas de question. C'est parce que mon technicien il est venu voir puis il m'a expliqué c'est probablement la façon que je place le portable. Ah, c'est ça. Là, non, c'est pas vrai. Je vais le rappeler. C'est bon, parfait. Désolée, Hervé, je te laisse la parole. Je voulais juste si vous n'avez pas de questions, je peux passer à la dernière partie de la présentation où on parle de ressources, entre autres choses. Il y a 2 ressources dont que je voulais présenter. Donc, tu as les indicateurs de l'ICA, les indicateurs de l'éducation des adultes, là, des indicateurs qu'on a développés. Là. Et puis, à travers ça, dans le fond, ce qui est intéressant pour la COFA et ses membres, c'est peut-être plus là, ce qu'on a été capable de faire avec une plateforme wiki que les indicateurs comme tels, parce que les indicateurs comme tels sont révélateurs de la situation des adultes du Québec. Là, donc, c'est moins significatif là, pour les gens de l'Ontario. Et puis, la deuxième ressource, c'est un article que j'ai un exercice de comparaison que j'ai fait entre les compétences génériques de l'ICA et les compétences futures là, du gouvernement fédéral pour voir comment là, on pouvait lier les compétences génériques de l'ICA à celles des compétences futures, puis trouver, entre autres choses, là, une utilisation parallèle de l'outil Nos compétences fortes, là, justement, pour mettre en valeur les compétences pour réussir là, du gouvernement fédéral. Donc, je pense que je vais commencer avec celui des compétences génériques, puis finir avec les indicateurs. J'aimerais faire un partage d'écran pour montrer comment je peux faire. Donc, alors, si tu regardes en bas de ton écran, tu peux faire Share Screen. Oui, je l'ai là. OK, parfait. Donc, c'est bon. Est-ce que vous voyez bien le champ? OK, oui. Ça marche. Donc, l'idée, au départ, c'était c'est une idée qui m'a été inspirée, entre autres choses, par Donald Lurette et puis Michel Robillard là, de la COFA, OK, qui
l'automne, le printemps dernier, là, en mars ou en avril dernier, il m'avait invité à une rencontre d'échange sur la définition d'un projet que vous vouliez présenter là, au Centre des compétences futures là, concernant les compétences pour réussir. Et puis, un des volets de ce projet-là, c'était de faire en sorte qu'on puisse utiliser la démarche Nos compétences fortes pour reconnaître des bouts de compétences génériques, des bouts de compétences pour réussir du gouvernement fédéral. Donc, à partir de là, j'ai entrepris de faire un exercice de comparaison entre l'ensemble des compétences des compétences génériques de l'ICA. Il y a 22 compétences là, génériques, donc, et puis 6 compétences pour réussir du gouvernement fédéral. Seulement 6 parce que, bon, il y a dans les compétences pour réussir du gouvernement fédéral, là, il y a 4 compétences qui sont, comme qui dirait, là, cognitives, si on veut, là, la lecture, l'écriture, la numératie, et puis il y a aussi les compétences génériques. Mais quand on parle des autres compétences, la résolution de problèmes, communication, collaboration, adaptabilité, puis créativité et innovation, c'est des compétences non cognitives, si on veut. C'est des compétences plus socio-émotionnelles, plus non techniques. Donc, c'était des compétences qui se rapprochaient plus des compétences génériques de l'ICA, qui permettaient là, de faire des bons parallèles. J'ai réussi quand même aussi à faire des parallèles entre les compétences génériques de l'ICA et la compétence numérique là, du référentiel du cadre du gouvernement fédéral. Donc, en gros, pour chacune la méthodologie, là, si on veut, c'est que pour chacune des compétences génériques de l'ICA, j'ai défini ce qu'on va appeler des éléments descriptifs. Je suis parti des descriptions qu'on avait. OK. Il y a 3 à 5 éléments descriptifs que j'ai été capable de faire là, à partir de notre documentation, de la documentation officielle du référentiel de l'ICA, pour chacune des compétences génériques de l'ICA. Puis, j'ai essayé de faire des comparaisons entre est-ce qu'un élément descriptif de, je ne sais pas moi, la facilité à apprendre de ses expériences, est-ce que j'en retrouve l'idée, OK? Si on parle, par exemple, de, je ne sais pas moi, dans facilité à apprendre de ses expériences, mais il y a tirer des expériences, tirer des leçons de l'expérience. Donc, est-ce que tirer des leçons d'expérience, l'idée qu'il y a derrière ça, est-ce que je la retrouve quelque part dans les énoncés de description des compétences pour réussir du gouvernement fédéral? Et là, le référentiel du gouvernement fédéral est quand même un référentiel qui a été bien construit, qui est assez solide, là. Parce que pour chaque compétence, tu as un libellé, tu as une définition, puis tu as des éléments j'oublie le terme exact, là, mais il y a un ensemble d'éléments qui ont été définis là, pour présenter des actions qui sont liées à cette compétence-là. Donc, et à partir de ces éléments de comparaison-là, quand j'étais capable de relier l'ensemble des éléments descriptifs d'une compétence générique de l'ICA à des éléments d'une compétence pour réussir, bien là, j'établissais un niveau de présence élevé de cette compétence-là dans la compétence pour réussir. S'il y avait plusieurs éléments descriptifs, là, comme je le dis, là, pour une compétence, en général, il y en avait environ 5. Donc, si je retrouve les 5, ma compétence est élevée. Si j'en trouve seulement 2, 3 ou 4, ben, c'est une présence que je qualifie de partielle. Et quand j'avais un seul élément que j'étais capable de lier à une compétence pour réussir, c'était une présence faible. Donc là, ça donne un peu le tableau que vous avez là. Il y a 21 compétences génériques que j'ai réussi à lier aux compétences pour réussir. Il y a seulement la facilité à faire des tâches répétitives là, qui, dans le référentiel de l'ICA, est une compétence là, qui était là de longue date, puis qu'on a gardée parce que c'est quand même une compétence qui peut être utile, là, mais qui n'est pas nécessairement très utilisée par les gens. Il y a seulement elle que je n'ai pas réussi à connecter là, aux compétences pour réussir du gouvernement fédéral. Puis là, ben, on a les petits triangles. Là. Le triangle par en haut rouge, ça signifie une présence élevée. Un triangle par en bas vert, pas vert, mais mauve, si on veut, c'est une présence faible. Puis les losanges, ben, on parle de présence partielle. Donc, l'idée à travers ça, c'était de permettre justement à des organismes pan-canadiens, c'est moins le cas au Québec, mais à travers le Canada, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui veulent aller chercher du financement du gouvernement fédéral sur la base des projets là, qui sont liés là, à la valorisation des compétences pour réussir. Là. Au Québec, c'est moins le cas parce que, bon,
compte tenu des ententes qu'on a sur le développement de la main-d'œuvre, c'est la CPMT là, qui est plus responsable de ça. Donc, les compétences essentielles dans le temps, les compétences pour réussir aujourd'hui sont moins utilisées. Mais donc, compte tenu des possibilités de financement, je voulais essayer là, de fournir à ces personnes-là, à ces organisations-là, un outil qui leur permettrait justement de faire des liens entre le référentiel des compétences génériques de l'ICA, un référentiel qui est quand même utilisé là, par différents organismes, dont le RESDAC là, dans le passé, là, qui ont fait différents exercices avec, pour justement là, leur permettre de faire des parallèles, leur permettre d'identifier ce qu'on peut appeler là, des éléments stratégiques qui servent à mettre en œuvre une compétence pour réussir. Par exemple, si je prends là, je ne sais pas moi, prenons l'adaptabilité dans les compétences pour réussir, ben, l'adaptabilité est fortement liée à des compétences génériques comme la facilité à apprendre de ses expériences, la facilité d'adaptation. Là, c'est quelque chose quand même évident. C'est un peu essentiellement la même compétence. La facilité à se fixer des objectifs ou encore la facilité à persévérer. Donc, ces 4 compétences génériques-là, ce sont en quelque sorte des éléments importants qui peuvent permettre à une personne de mettre en œuvre l'adaptabilité. Puis, étant donné que ces 4 compétences génériques-là sont définies de façon quand même assez précise dans le référentiel de l'ICA, ça peut permettre à un organisme là, de développer un outil, ou ça peut même permettre à cet organisme-là d'utiliser un outil de nos compétences fortes pour aller identifier chez une personne ses compétences génériques fortes et finalement avoir un portrait des compétences génériques qu'elle dispose et qui peuvent lui permettre de mettre en œuvre des compétences pour réussir du gouvernement fédéral. J'ai écrit un article là, qui est disponible sur notre publication en ligne, Apprendre plus agir. J'imagine, Céline, que tu as peut-être mis un lien jusqu'à maintenant ou tu ne l'as pas mis, mais tu vas le mettre. Donc, ça encore, c'est disponible là, sur le site web de l'ICA. Tantôt, là, on va faire un partage d'écran pour les indicateurs. Là, je vais aller sur le site web de l'ICA, donc vous pourrez voir là, où se trouvent l'ensemble des outils et des ressources dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Mais donc, cet outil-là, là, c'est ça, c'est une espèce de contribution. C'est sûr qu'en même temps, ça nous permet de mettre en valeur notre référentiel, là, mais au-delà de l'autopromotion, il y a quand même un outil là, qui a été développé. Puis je pense que ça peut être intéressant pour différents organismes là, pour faire des parallèles. Ça peut peut-être leur ouvrir des portes, leur donner des idées justement pour développer des outils qui peuvent permettre d'utiliser les compétences, leur permettre de mettre en valeur les compétences pour réussir là, dans la réalisation de leur mission. Vous voyez le côté un peu inattendu de ça, c'est que au départ, j'ai imaginé que cet outil-là aurait peu d'utilité au Québec, parce que justement, on utilise peu les compétences pour réussir. Mais dernièrement, dans une rencontre que j'ai eue avec une personne là, qui travaille à l'Université TELUQ, c'est-à-dire l'Université TELUQ, c'est l'université à distance du Québec. Là. Donc, ce professeur-là, justement, il est tombé sur mon article, puis il l'a utilisé dans le cadre d'une recherche qu'il fait là, pour la TELUQ pour développer là, un cours en ligne qui utilise, entre autres choses, comme fondement les compétences pour réussir du gouvernement fédéral. Je n'avais jamais imaginé là, que ça pourrait être utile à des organismes au Québec, mais ça l'est aussi. Donc, c'est bon pour ça. Là. Je vais stopper ça. Est-ce qu'il y a des questions? La référence, et je l'ai mis dans le chat pour votre information là, sur l'article et aussi la revue, la publication en ligne. Oui. Publication en ligne qui présente, entre autres choses, aussi un article sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes. C'est un forum qu'on organise là, au printemps prochain où on essaie là, d'amener les gens à avoir une compréhension commune du bien commun, du bien public. L'idée, c'est même pas les amener, c'est les amener à venir nous expliquer ce qu'eux comprennent de ça pour qu'on en ait une compréhension commune, puis faire voir comment on peut développer là, au cours des prochaines années des chantiers qui vont nous permettre de revendiquer des politiques en éducation des adultes qui vont être à l'avantage du bien public et du bien commun. Donc, il y a tout un questionnement là-dessus. Là. Vous pourrez aussi découvrir ça à travers les écrits de l'ICA. Est-ce qu'il y a des questions particulières par rapport à l'outil, la ressource que je viens de présenter? Non. Il n'y a rien sur le chat non plus. Pour je pense que je vais y aller avec la dernière partie, c'est-à-dire faut que je trouve.
que j'ouvre le site de l'ICA. Voyons. OK. Excusez-moi. Là, est-ce que j'ai... Je ne peux pas aller sur le site, hein? Si je vais sur le site, vous allez voir juste le... Ah oui, on peut. OK, parfait. C'est bon. Je pensais que je ne pourrais pas naviguer à travers ça. Non, Donc, il n'y ça, a c'est pas le de site de problème. l'ICA. Non, ça marche. Donc, ça, c'est le site de l'ICA. Si vous allez sur l'onglet outils, là, il y a l'ICI, le dispositif de retour aux femmes, des mères monoparentales. Projet de recherche sur la micro-attestation, l'outil sur l'ingénierie de la formation, l'outil nos compétences fortes. OK? Puis quand on descend un peu plus bas, bien, on a différents onglets. Là. Il y a Apprendre plus agir. C'est ici qu'on trouve l'article qu'on vient de présenter là, qui fait des rapprochements entre les compétences pour réussir et les compétences génériques de l'ICA. Et puis, il y a ces deux onglets-là, l'onglet positionnement et l'onglet indicateur, qui finalement renvoient à la même plateforme. Je vais passer par les indicateurs, mais donc, c'est que ça, c'est une plateforme wiki. Plateforme wiki, finalement, quand on va sur Wikipédia, c'est le même type de plateforme qu'on a installé sur notre site web. Puis à partir de cette plateforme-là, on a développé un système d'indicateurs de l'éducation des adultes qui nous permet de naviguer et de faire des liens entre différents indicateurs, puis de lier même ces indicateurs-là à d'autres éléments de notre site web, à des éléments extérieurs, à des liens extérieurs. Donc, il y a des liens entre les indicateurs et les positionnements de l'ICA. Un positionnement, par exemple, sur la participation aux adultes va être lié à l'indicateur correspondant. Si on parle de la participation à l'éducation formelle, à l'université, à la formation générale des adultes, bien, il va y avoir des liens entre les deux qui permettent de naviguer d'un à l'autre. Et puis, donc, c'est ça, là, je le présente. L'idée, dans le fond, c'est au départ, notre objectif, c'était de développer des indicateurs pour essayer de partager de l'information largement avec nos membres et nos partenaires sur l'éducation des adultes. Là, on parle vous voyez, là, il y a des indicateurs qui définissent le contexte, d'autres le profil éducatif, d'autres la participation, les obstacles, la demande, les retombées, les impacts, la persévérance, la réussite. Il y a une série d'indicateurs sur des populations marginalisées, qu'on pourrait dire, là, mais des populations, dans le fond, à risque d'exclusion. Quand on parle de ça, on parle des personnes vivant avec une incapacité, les autochtones, les personnes immigrantes, les personnes sans diplôme. Et puis, à travers chacune des populations, on essaie de recenser les mêmes, d'y aller en faisant un portrait qui parle de la scolarité, la littératie et la numératie, l'emploi, le chômage, le revenu. Quand on parle d'emploi, l'activité d'une personne, c'est toujours lié au niveau de scolarité. Donc, on fait des liens entre les deux. Et dans ces indicateurs-là, on retrouve finalement des données qui viennent souvent là, dans le cas de ces indicateurs-là en particulier. Là. Ils n'ont pas été mis à jour, mais il va y avoir une mise à jour qui va être faite là, dans le courant de l'année. Donc, dans le cas des populations à risque d'exclusion. Donc, on utilise les données du recensement. Là, les données qui sont en ligne, c'est les données de 2016, mais j'ai les données de 2021 là, que j'ai compilées en tableau. Là, puis, dans le fond, il y aura juste la mise à jour à faire. Là. Et puis, on va y aller, là, mettons qu'on va y aller avec les personnes immigrantes. Emploi et chômage des personnes immigrantes. Donc, ça donne une formule comme ça où on peut mettre un grand titre, un élément à retenir, des états de situation. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. Le langage wiki, c'est quelque chose qui peut être maîtrisé, qui est plus facile à comprendre que même du langage HTML, qui est déjà quand même un langage de programmation de base. Là. Quand on parle de langage wiki, c'est documenté. Là. Donc, avec un minimum d'aide technique, c'est-à-dire quelqu'un qui est un spécialiste de l'outil en question qui pourrait installer la plateforme sur votre site web, là, puis vous créez quelques formulaires pour permettre de construire les indicateurs. Avec ça, vous pourriez même vous-même être capable de construire une base d'indicateurs. Je le dis, là, je le présente pour montrer l'idée de comment ça peut fonctionner. Là. Quand on clique sur les éléments, comme je clique sur le tableau, ben,
j'ai accès au tableau comme tel. L'intérêt de ces indicateurs-là, quand on les a développés, c'était justement de faire en sorte que ici, là, dans un même tableau, j'ai des données qui concernent l'emploi, le chômage et l'activité d'une personne. OK? Ça, c'est 3 tableaux différents quand on va dans Statistique Canada. C'est 3 sources différentes. Il faut que je les extrais. Là, je les ai pour le Québec. Quand je vais dans Statistique Canada, je l'ai pour tout le Canada. Fait que vous j'aille choisir ce que c'est que je veux. Des fois, je l'ai pour le Canada et les provinces. D'autres fois, je l'ai les Canada et les régions géographiques. Les régions géographiques, ben, ça va être des grandes régions comme le Montréal métropolitain ou le Grand Toronto ou le Grand Sudbury. Fait que finalement, c'est là qu'il faut que je fouille. Tandis que là-dedans, ils sont compilés. Puis là, je vais les chercher. Donc, ici, là, quand on parle des pourcentages qui sont là, c'est finalement le pourcentage de personnes qui sont en emploi selon le niveau de scolarité. OK? Et puis, je fais la différence entre les 2 groupes de la population, c'est-à-dire les personnes immigrantes et toutes celles de la population qui ne sont pas immigrantes. Donc, c'était l'idée à travers ces tableaux-là de prendre des sources d'informations qui sont séparées, qui sont distantes, qui ne sont pas combinées, justement, pour combiner puis faire des portraits qui nous renseignent sur les réalités des personnes en fonction, justement, là, ici, c'est de la scolarité, là, mais il y a d'autres. Quand on parle de littératie, par exemple, ben, quand on parle de littératie, là, on été chercher c'est les informations qu'on trouve dans le PK, là, la dernière enquête sur la littératie. Hein. Puis c'est des analyses, puis des choses qu'on a fait. Ça, c'est pour ça. Mais il y en a d'autres, comme ici, là, on avait développé une section où on voulait voir comment on pouvait développer des indicateurs de suivi des objectifs de développement durable là, de 2030. Là. Donc, à travers ça, là, il y a différentes choses. Il y avait la littératie, numératie, les compétences des adultes, les adultes sans diplôme, les adultes à l'éducation scolaire formelle. Ça, c'est finalement il y a 4 indicateurs qu'on a développés. On a développé un indicateur pour la formation générale des adultes, un pour la formation des professionnels, un pour les cégeps, un pour les universités. Il y a 4 indicateurs qu'on retrouve dans l'autre, dans le site où je présente des portraits pour chacune de ces secteurs d'éducation-là. Mais quand on regarde là, le résultat, c'est que je peux aller chercher des informations particulières. Dans ce cas-là, par exemple, j'ai été chercher pour chacun des indicateurs, là, des 4 indicateurs-là, j'ai été chercher les données qui concernaient les adultes de 25 ans et plus. OK? Donc, j'ai cherché ces données-là pour les combiner dans un seul indicateur pour voir ici, là, quand on regarde la figure 1, bien, dans le fond, ça nous présente, ici, on a l'effectif qu'on retrouve à chacun des effectifs des personnes de 25 ans et plus, puis les pourcentages qu'on trouve de 24 ans et moins, de 25 ans et plus. Donc, on peut voir, par exemple, qu'à part dans les universités, les personnes de 25 ans et plus au Québec représentent la majorité de l'effectif de la formation générale des adultes, qui est pourtant un secteur de l'éducation formelle qui est fortement lié aux jeunes, là, qui n'est pas dans le secteur postsecondaire. Ici, quand on parle de la formation professionnelle, encore là, c'est dans le même, c'est encore dans l'éducation de niveau secondaire, si on veut. Quand on parle des cégeps, on allait chercher uniquement les données pour la formation continue. Donc, pour la formation continue, on a une majorité d'adultes qui est là. Puis les seuls endroits où on trouvait une minorité d'adultes de 25 ans et plus, c'est dans les universités où on retrouve peut-être une majorité, là, comme 54 de personnes qui vont avoir 24 ans et moins, qui vont être dans une continuité. Ceci dit, quand on parle des 46 ici, là, qui sont dans les universités à 25 ans et plus, bien, on peut calculer que ces personnes-là sont des personnes qui font un retour aux études. On peut calculer qu'ils ne sont pas dans la continuité là, des études. Ce n'est plus le secondaire, cégep, université. Là. Parce que s'il avait fait secondaire, cégep, université, il serait entre 20 et 24 ans. Il ne serait pas à 25 ans. Donc, ça, c'est des portraits qu'on a faits. C'est moins intéressant pour la réalité de l'Ontario, parce que ça ne vous concerne pas du tout. Mais l'idée à travers de cet outil-là, ce que je voulais faire, montrer, c'était qu'on peut utiliser une plateforme wiki. Donc, c'est un logiciel qui est disponible, qui est en code ouvert, c'est libre. Ça peut être installé facilement par vous trouver un spécialiste de ça là, qui va vous installer sur votre chose, sur votre système
Ça, c'est installé en parallèle sur notre serveur en parallèle avec notre système. Et puis, à partir de là, ben, on peut développer un outil très intéressant qui permet de documenter, qui permet de lancer en quelque sorte les embryons d'un observatoire de la situation de l'éducation des adultes ou de la situation de la formation à distance, si vous voulez faire ça, là. Donc, et puis tantôt, je disais qu'il y a moyen de faire des liens entre les deux. Mettons que je vais prendre le contexte de l'éducation des adultes. Donc, à la fin des indicateurs, quand je descends plus bas, là, j'ai différentes choses que je peux. Il y a des documents d'analyse. À chaque année, j'essaie de produire de nouveaux documents d'analyse qui donnent un portrait de l'ensemble des indicateurs. Ici, on est dans une famille, là, quand on parle du contexte d'éducation des adultes. Donc, on a la diplomation à 20 ans, la participation des adultes sans diplôme à la FGA, les 15-29 ans sans ni aux emplois ni aux études. C'est ce qu'on appelle les NEET. Là. Donc, si je prends ces 3 indicateurs-là, c'est quoi les éléments, les faits saillants pour la mise à jour de 2023? Bien, j'ai un document, j'ai un texte là, qui est en cours d'approbation, qui devrait se retrouver ici. Les textes de l'année passée sont là. OK? J'ai ici des indicateurs archivés. Ça, c'est un indicateur qu'on n'arrive pas à mettre à jour parce qu'il n'y a plus de données pour le mettre à jour. Fait que je l'ai archivé pour faire en sorte là, qu'on ne le perde pas. Mais si je fais un autre, là, donc plus bas, excusez-moi, je cherche. Ah non, c'est pas ça. C'est à l'intérieur même Donc, quand je rentre dans un indicateur, par exemple, ici, là, le plus haut niveau de scolarité chez les 25-64 ans, si je descends plus bas, j'ai différentes sections. Là. On peut présenter des défis ou des éléments qu'on considère intéressants. On peut présenter les sources, on peut mettre des notes. J'ai des indicateurs associés, ça, c'est une autre section. Donc, ici, là, c'est d'autres indicateurs. Fait que si je clique sur celui-là, là, bien, je passe de mon indicateur ici à un autre indicateur de l'ICA qui l'emploie selon le niveau de scolarité. Ça, c'est des données, elles, qui sont compilées par la Commission des partenaires du marché du travail. Et puis, quand on regarde plus bas, il y a les thèmes traités dans ce document-là. Un des thèmes, c'est la scolarité. Un autre thème, c'est l'activité. Si je clique sur activité, là, je passe à une toute autre section de notre site. J'étais dans la section indicateurs qu'on voit ici. Là, je suis passé dans la section positionnement de l'ICA. OK? Donc, j'ai l'activité de l'ICA. La fausse activité. Bon, pour faire exprès, dans ce thème-là, le thème activité, il n'y a que des indicateurs. Mais si on va je vais cliquer sur positionnement, par exemple, ça vous permet de voir là, comment on peut naviguer puis l'interconnexion. Donc, dans la section positionnement, c'est finalement une section où on a compilé, fait la liste de différents documents qui représentent des positionnements stratégiques par l'ICA qui ont été approuvés par notre conseil d'administration depuis 2015, OK, jusqu'à maintenant. À chaque fois qu'on sort un document, on le rentre là-dedans. Il y a différents éléments. Là. Il y a les éléments internationaux, canadiens, québécois intersectoriels, et puis la plateforme sectorielle qu'on pourrait appeler, où il y a des thèmes, l'alphabétisation, littératie, etc. Et chacun de ces documents-là est indexé avec l'ensemble des mots-clés qui sont ici. Donc, si je clique sur Autochtone, si je veux savoir, par exemple, là, quelles sont les positions de l'ITA en lien avec les Autochtones, quand je clique sur le mot Autochtone, il m'amène dans cette page-là. Et puis, je vois ici, là. Bon, dans le droit à l'éducation des adultes pour tous, un document qu'on a publié en 2020, il y a la recommandation numéro E1, OK, qui présente un positionnement par rapport aux Autochtones. Puis là, bien, on les voit ici là, par date de publication de 2020 jusqu'à les plus vieux qu'on a, c'est 2009. OK? Et ensuite, les indicateurs clés, par exemple, bien, tantôt, j'avais là, dans la section population marginalisée, j'avais des indicateurs sur la situation des Autochtones. Donc, ici, j'ai les indicateurs que j'ai pour les Autochtones, la scolarité, la littératie, l'emploi chômage. Donc, ça fait un lien justement entre les deux sections. Ça fait en sorte que ça donne un outil fort quand on veut faire de la recherche, puis on veut faire de la recherche ou de l'évaluation. C'est un outil qui permet beaucoup de flexibilité. C'est intéressant.
On t'intéresse Ben, pour le provincial, oui, oui. pour un organisme qui travaille au Québec avec des Autochtones, ça peut être très intéressant là, parce que ça permet justement de voir qu'est-ce qu'on pense des Autochtones, qu'est-ce qu'on a comme données concernant les Autochtones, puis même avoir accès à d'autres données qui peuvent être extérieures là, de d'autres organismes. Là, si je clique sur Accueil ici, par exemple, là, ça va vous donner une idée. Là. Ça, c'est finalement la page d'entrée de notre site de référence, si on veut, là, où on a à la fois les indicateurs d'un côté avec on l'a revu tantôt, puis à la fois les thèmes là, de tous les indicateurs. Mais bref, l'idée à travers ça, c'est qu'on a utilisé une plateforme wiki sur laquelle on a d'abord inscrit des indicateurs, puis ensuite, on est allé ajouter des positionnements. Et puis, dans une troisième étape, dans une troisième initiative d'intégration, on a fait des liens entre les indicateurs et les positionnements. Et les indicateurs aussi font des liens avec d'autres indicateurs. Là. Parce que si on clique dans certains indicateurs qu'on a développés, ben, je fais des liens avec des indicateurs de l'OCDE ou de l'UNESCO, par exemple, sur la participation à l'éducation formelle, par exemple, ou sur la scolarité. Fait que je fais des liens avec d'autres indicateurs extérieurs pour justement donner un maximum permettre à une personne d'avoir accès à un maximum d'informations à partir d'une même source. C'est un peu ça qui était l'idée à travers ça. Je sais que Daniel explorait l'idée, entre autres choses, avec le gouvernement fédéral, puis peut-être aussi, je pense que c'était le CMEC ou la Commission canadienne de l'UNESCO, je ne me souviens plus. Là. Il explorait l'idée qu'on développe des indicateurs pan-canadiens, c'est-à-dire qu'on ait une section qui présente des indicateurs pour la situation des adultes en situation minoritaire francophone au Canada. Là. Mais on n'a jamais eu de financement pour pouvoir réaliser ce projet-là. C'est quelque chose qui revient là, régulièrement. Là. On se dit que peut-être un jour, quelqu'un va être intéressé. Là. Si je le dis tout de même en improvisant, si la COFA avait envie de mettre la main à sa poche, puis il disait, ben, moi, j'aimerais ça que tu développes 2 ou 3 indicateurs sur la formation à distance ou la situation XYZ des adultes en situation minoritaire en Ontario, on pourrait le faire. On pourrait le faire, on pourrait les documenter là-dessus. Mais c'est toujours une question là, de financement. Là. Actuellement, sur cette plateforme-là, moi, quand j'ai commencé à travailler dessus en 2016, il y avait une trentaine d'indicateurs. Aujourd'hui, il y en a 67. Fait qu'on essaie de les gérer au mieux. Ça m'en fait 67 à mettre à jour. Ils ne sont pas tous à mettre à jour en même temps. Là. Il y a toujours, mais chaque année, bon an, mal an, il y a au moins 45 à 50 indicateurs dont les données doivent être mises à jour. Ce n'est pas quelque chose qui est très long. Mettre un indicateur à jour, c'est quelques heures, des fois une demi-journée. Mais quand tu en as une cinquantaine, ben, tu finis par passer 3 semaines pour trouver de l'information. C'est une job à temps plein à un moment donné. Là, ben, si ça. Au bout du compte, c'est 5 à 6 semaines, 7 semaines même des fois par année pour assurer ça. Là. Fait qu'on essaie de ne pas trop en ajouter. Puis on se dit que si jamais des gens autour ont envie d'en avoir plus, ben, ça pourrait se faire, mais il faudrait qu'il y ait une contribution en retour. Parce que l'idée à travers ça, c'est que si on avait un financement qui venait pas uniquement du gouvernement provincial, si on avait un financement qui venait du gouvernement fédéral, ben, on se sentirait peut-être une plus grande obligation d'avoir des indicateurs qui correspondent à la réalité pan-canadienne. Mais là, dans le cas présent, c'est plus difficile de vendre au gouvernement du Québec l'idée qu'on se sert de son argent pour développer des indicateurs qui vont servir à des gens hors Québec que le contraire. Donc, c'est un peu pour ça, là, on est un peu limité là, en fonction de l'exclusivité de notre financement, si on veut. Merci, Hervé. Le temps tire vers sa fin. Je ne sais pas si tu as d'autres points que tu voulais présenter, Hervé, pour conclure la communauté de partage. Non. S'il y a des questions concernant les projets là, qui ont été présentés. Donc, moi, personnellement, j'espérais même finir avant ça là, pour avoir au moins une bonne demi-heure pour poser des questions, mais je me rends compte que j'ai l'impression que peu de gens ont des questions précises à poser. Oui, mais comme je vous dis, l'ensemble des projets, des ressources, des outils qui ont été présentés, c'est tout disponible sur le site web d'information et là. Pour le dispositif de soutien aux mères monoparentales, il y a Claudel Lamoureux-Duquette, qui est la chercheuse responsable. Ses coordonnées sont en ligne là, sur le site de l'ICA, à la fois dans les contacts et dans
le projet, la page du projet en particulier. Pour ce qui est de la plateforme numérique de micro-attestation, ben, c'est Sylvie Pelletier qui est la chercheuse responsable. Elle aussi, là, ses coordonnées sont en ligne. Donc, si vous voulez de l'information plus particulière sur ces projets-là, je vous invite à communiquer directement avec ces personnes-là. C'est elles qui sont les mieux placées pour vous répondre et pour vous renseigner. Pour ce qui est de l'outil Nos compétences fortes et puis l'ingénierie de la formation, ben là, c'est moi la personne ressource. Donc, encore là, mes coordonnées sont en ligne. Là, et puis, donc, c'est un peu ça là, qui est. Bien, merci beaucoup, Hervé. Merci, merci à toi, merci à l'ICA pour cette présentation, le petit tour d'horizon de vos ressources, vos projets, vos recherches. C'est très vaste, c'est intéressant. La rencontre, elle a été enregistrée, donc nous, on la diffuse toujours sur notre site web pour les personnes qui ne peuvent pas se joindre à nous dans le moment, puisqu'on a beaucoup de formatrices qui offrent des cours en simultané à notre séance de communauté de partage. Donc, les gens sont habitués, vont consulter les communautés de partage enregistrées. Puis, lorsqu'on va envoyer le petit suivi courriel à nos participantes et participants, on envoie toujours un petit sondage d'évaluation avec les informations de l'organisme et du conférencier. Donc, on va réitérer le site web et tes contacts. Comme ça, si jamais il y a des questions qui se posent par la suite, ils pourront directement communiquer avec toi.